Retour donc sur ce plateau spécial. Madame Mariam Gabala de la société civile est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez voté? Oui, j'ai voté. Et vous avez voté qui? Moi-même. Alors avant de venir ici, certainement vous avez eu des occupations. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, en fait, je suis venue un peu tard parce que je dirige aussi une plateforme de la société civile pour des élections équitables, crédibles et apaisées, dénommée PIS Côte d'Ivoire. Et nous avons effectivement déployé 2000 observateurs sur toute l'étendue du territoire. Et nous avons notre quartier général au Tiama. Nous avons 178 superviseurs, 40 superviseurs départementaux, 40 coordonnateurs régionaux et nous avons aussi 30 administrateurs de données sur place au niveau de notre chambre technique. Donc évidemment, cette journée a été relativement mouvementée. Et il fallait aussi s'assurer que tous les éléments au niveau de la fermeture des votes remontaient régulièrement au niveau de la chambre technique. Donc voilà. Alors pour vous permettre de bien vous installer, Oui. nous allons suivre ce vote de quelques membres du gouvernement. Des deux plateaux à Cocody, des personnalités ont accompli leur devoir civique. À Tananamoko, le Premier ministre et son épouse ont pris part au vote. Au lycée technique de Cocody, la ministre de la Communication, Afoussiata Bombalamine. C'est d'abord un devoir civique et je suis satisfaite de l'avoir accompli. Parce que quand on le fait, on participe, n'est-ce pas, à l'avenir de son pays, on participe au débat dans son pays. Riviera, Cocody, deux plateaux, Angré, Bingerville. La présidentielle 2015 aura tenu le pari du fair play et de l'apaisement. Nos pas se dirigent à Oussou, un village sur l'axe Tabo-Toumoudi. Dans ce beau petit monde mobilisé pour ce scrutin, un visage bien connu. La ministre Raymond Goudou Kofi. Visiblement, c'est avec beaucoup de bonheur qu'elle accomplit son devoir citoyen avant de se prêter à notre micro. Je suis venue ce matin voter dans mon village, à Oussou, dans la sous-préfecture de Kouébo. Il y a un engouement. Les populations veulent accomplir leur devoir citoyen. C'est très important et je les y encourage. De Oussou, nous nous rendons à Toumoudi. Ici, c'est dans la tranquillité que le scrutin se déroule. Les cadres qui ont tout mis en œuvre pour garantir un climat de paix dans le département s'en félicitent. Même ambiance à Djekanou. Le scrutin se déroule dans l'ordre normal des choses. Dans la région de la Maraoué, c'est dans le chef-lieu de région que notre équipe de reportage se rend en premier lieu. La ville connaît un calme habituel, mais dans les différents lieux de vote, on peut le constater, il y a des électeurs présents pour exercer leur droit de vote. Parmi eux, le plus illustre des cadres de la région, Charles Kofi Dibi. C'est en fin de matinée que nous le croisons dans ce centre. Après l'accomplissement de son devoir, ses sentiments. Je viens participer à la marche de notre pays. Je ne suis pas un spectateur, je suis plutôt un acteur puisque je viens d'accomplir mon devoir de citoyen et de choisir mon futur président. Le beau soleil du lever du jour sur Kouto, localité de la région de la Bagoué, annonce la tenue de l'élection présidentielle dans la paix et la discipline. Devant les bureaux de vote, les populations sont sorties massivement pour participer au choix du futur président de la Côte d'Ivoire. Contrôle d'identité, prise d'empreintes biométriques, vote dans l'isoloir et dépôt de bulletins dans l'urne transparente. Kone Bruno Nabagné, électeur à Kouto, s'est plié à toutes ces exigences. Vous savez, cette élection est très importante pour notre pays. C'est l'élection qui doit permettre en principe de tourner définitivement une page relativement sombre de l'image de notre pays. Le vœu de la nation entière, le vœu des Ivoiriens, c'est de faire en sorte que cette élection soit l'exception, soit une élection inédite en ce qu'elle va se dérouler tranquillement, que le vainqueur sera salué par les vaincus. Abou Diali, même décor et mobilisation. Cependant, quelques difficultés sont à constater dans la région. La non-maîtrise de l'utilisation de la tablette électronique et la défaillance de certains de ces appareils de vote ont retardé le scrutin.
Voilà, Kadi, vous avez certainement une question à poser. Oui, pour Mme Gabala, vous avez dit tout à l'heure que vous avez déployé 2000 observateurs, 178 superviseurs. Docteur Kodjo, qui vient juste de partir aussi, avait près de 2000 observateurs. Il y a même des observateurs de la CEDEAO qui sont là. Pourquoi déployer autant de personnes pour des élections? La confiance ne règne-t-elle pas? Je vous dirais que d'une façon générale, la société civile ivoirienne a déployé à elle seule plus de 3700 observateurs. Et je pense que cela s'explique aussi parce que nous venons de loin. Mais au-delà du redéploiement des observateurs, c'est aussi toute cette technicité dans les observations, dans l'observation des élections qui est venue. Parce que dans chacun des centres, il y a vraiment, tout est basé sur l'éthique et il y a vraiment tout un arsenal pour faciliter les observations et les remonter en temps. Vous savez, nous venons de loin. Et la crise que nous avons connue, nous ne l'avons pas connue avant les élections, ça a été après les élections. Et si on regarde, il y a eu manque de confiance dans la crédibilité de ces élections et dans le comptage des voix. Et donc la société civile s'est dit, pour prévenir, il faut que nous puissions aussi être là pour regarder, pour observer et nous assurer que des incidents sont corrigés rapidement pour éviter que nous arrivions à un drame. Et c'est pour ça que la société civile s'est autant déployée. Mais nous venons de loin. Et c'est pour la première fois en Côte d'Ivoire où la société civile ivoirienne compose pratiquement la totalité du nombre d'observateurs à la fois nationaux et internationaux sur le terrain. Mais on peut l'analyser aussi en disant que la société civile a compris aussi son rôle, qui est un peu un rôle de tampon, qui est un rôle de donner confiance aux citoyens, de donner confiance à l'électeur en disant « nous observons pour votre compte et nous allons vous dire comment les choses se sont passées ». Certains à travers le PVT, certains à travers le relevé des incidents, mais d'une façon générale, c'était pour la société civile éviter que nous allions à des élections qui ne soient plus crédibles et à de la violence qui va mettre en péril la paisibilité des élections. Cette année, vous avez de l'espoir? Vous pensez que les choses vont bien se passer? Oui, nous avons de l'espoir. Nous avons de l'espoir parce que si nous avons relevé dans la matinée une certaine lenteur dans la mise en route du processus de vote, dans l'après-midi, pratiquement tous les incidents ont été corrigés et les personnes ont réussi à aller voter. De surcroît, sur tous les incidents que nous avons reçus au niveau de notre base, aucune n'était vraiment de nature à fragiliser le processus électoral. Quelques éléments sont venus, par exemple, Abobo a été un élément d'inquiétude, ça a été réglé, les gens ont pu voter, on a reculé l'heure de fermeture des votes et les choses se sont passées, mais vraiment sans heurts et sans incident dramatique. Et ça, déjà, nous pouvons nous en satisfaire. Et notre deuxième communauté, ça a été un scrutin apaisé, parce que le scrutin lui-même, il n'y a pas eu d'incident. Mais je voudrais dire que là, la prochaine zone de risque, c'est la zone de la proclamation des résultats. Et c'est là où les problèmes ont commencé en 2010, à la proclamation des résultats. Mais je pense que la société civile et la CEI ont fait suffisamment d'informations. Au niveau de PIS, depuis novembre 2014, nous sommes sur le terrain pour sensibiliser les gens et pour leur dire que voter, c'est un exercice démocratique. Et je voudrais revenir sur quelque chose qui est important, que nous l'ayons en tête pour nous dire nous ne pouvons pas continuer comme ça. Figurez-vous que depuis 1990, aucune élection présidentielle ne s'est passée dans un environnement apaisé. Il n'y a pas eu de passation. Mes enfants qui sont nés avant 1985 jusqu'à aujourd'hui n'ont pas vu d'élection apaisée. Ça, ce n'est pas de la démocratie. Depuis que nous avons adopté le multipartisme. Et il est temps que nous montrions à nos enfants que la démocratie, ce n'est pas la bagarre. Et qu'on ne peut pas se faire justice soi-même quand on rentre dans un système démocratique. Il y a un processus légal qui est là. Donc, il faut avoir la patience et l'obligation de suivre, d'avoir les recours légaux, je dirais, jusqu'à épuisement. C'est ça, la démocratie.
Et nous sommes dans un état de droit où nul n'est censé se faire justice à lui-même. Mais j'aime raconter cette anecdote d'une fille qui a dit à son papa de 10 ans, « Papa, on dit on va voter, donc il y aura la guerre encore. » Mais ce n'est pas normal. C'est pas normal. Et je pense que c'est tout ça qui a fait que la société civile et ses partenaires ont décidé de mettre en place ce processus pour que pour une fois, en 2015, nous ayons un processus sans heurts et sans violence, qu'au moins nous puissions donner et léguer à nos enfants une image d'une démocratie qui est apaisée. La société civile a bien travaillé, donc ça veut dire que le système d'alerte mis en place est solide. Oui, il est solide et il a très bien fonctionné. Donc on ne va rien craindre. Non, il n'y a rien à craindre parce que le scrutin est terminé, il a été apaisé. Maintenant, nous pensons simplement que les hommes politiques, les partis et les militants vont comprendre que quand on a décidé de rentrer dans un processus démocratique, il y a des voies de recours légales. Et ce n'est pas la violence qui peut régler le problème. C'est ça. Donc c'est ça le système d'alerte avant et après. Avant, donc, pendant ils ont été et bien après. formés Voilà. pour accepter soit la défaite ou la victoire. D'accord. Vous voulez vous prononcer? Je voulais lui poser une question. Parce que ici, c'est nous qui posons les questions. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Vous voulez ajouter quelque chose? Si vous souhaitez, je vais rebondir. Voilà. Voilà. Parce sinon, les questions, bon, c'est nous. Ce qu'elle dit me rassure, parce que très souvent, les sociétés civiles africaines sont considérées comme faibles, opportunistes, suscitées, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si nous avons un élément précis sur quelque chose d'aussi important et de volatile que l'élection présidentielle, pourquoi ne pas rêver que cette société civile continue dans d'autres aspects de telle sorte qu'elle fonctionne après comme une institution, à l'instar des autres sociétés civiles dans le monde entier. Vous avez tenu à poser votre question. Oui. Hein? Allez-y rapidement. Alors je tiens à rassurer le professeur et je tiens à rassurer aussi les téléspectateurs et à leur dire que la société civile ressemble à la société elle-même, puisqu'elle est dérivée de cette société-là. Et cette société civile, en analysant son évolution, on peut analyser aussi l'évolution de la maturité démocratique de notre société. Et si la société civile en est arrivée là, ça veut dire que la société elle-même, le citoyen, est en train d'avoir une maturité démocratique qu'elle n'avait pas il y a 5 ans. Il y a des choses que les gens comprennent mieux, il y a des choses qu'ils sont capables d'accepter aujourd'hui qu'ils ne comprenaient pas il y a 5 ans. Donc, une bonne évolution de la société civile veut dire que, d'une façon générale, il y a une maturité aussi démocratique de la société de laquelle elle émerge. Donc, je voudrais vous rassurer et vous dire que, selon nos observations, il ne faut pas se tromper. Les Ivoiriens ont une maturité démocratique beaucoup plus grande qu'on ne pourrait le penser. Merci. Et elle est beaucoup plus grande que celle des politiques. Merci. Merci. Alors, une autre réflexion. On va parler maintenant du profil des candidats. Monsieur Aboubakar Fana Touré, est-ce qu'au nom de la démocratie, tout le monde peut être candidat à l'élection présidentielle? Non, je voulais rectifier que c'est Fama. Fama. Voilà, Fama. Non. Non, dans les démocraties modernes, tout le monde ne peut pas être candidat. Tout le monde ne peut pas être candidat parce que les constitutions prévoient les conditions d'éligibilité. Tous les citoyens ne peuvent pas être candidats puisqu'il est prévu un certain nombre de critères à respecter pour être président. Chez nous, en Côte d'Ivoire, je vais vous faire l'économie, l'article 35 donne les conditions de l'éligibilité. Et en plus de l'article 35, des dispositions pertinentes du code électoral donnent un certain nombre de conditions, notamment, on en parle souvent, le cautionnement. Tout le monde ne peut pas être candidat, pour être clair. Pourquoi? Parce que, comme je l'avais dit, la démocratie telle que nous l'avons, Mme Gabala l'a plus ou moins exprimée. Madame Dao, pardon. Plus ou moins exprimée, désolé madame. Plus ou moins exprimée, est un processus d'emprunt. L'apprentissage est long et difficile. On ne peut pas laisser tout le monde être candidat. On a entendu, nous, en tant qu'analystes politiques, certaines personnes nous disent on a laissé des gens être candidats alors qu'ils n'ont rien à nous proposer. Mais en réalité,
les personnes qui ont été candidates, les 10 personnes qui ont été candidates, ont rempli les conditions d'éligibilité selon l'article 37 de la Constitution et tel que dit par le Conseil constitutionnel. Au départ, ils étaient 33. Oui, c'est ce que je dis. Oui. Ceux qui ont été retenus ont respecté les conditions d'éligibilité. Donc il faut des critères, il faut que la loi dispose pour décider quels sont les critères pour être candidat aux élections présidentielles ou à toute autre élection. Voilà. Oui, Madame Dao, vous voulez... Oui, je voulais dire que si j'essaie de comprendre votre question, en fait, toute personne qui respecte les conditions peut être candidat. Si vous respectez les conditions que vous êtes étudiant, vous pouvez être candidat. Si vous respectez les conditions que vous êtes, je ne sais pas moi, menuisier, vous pouvez être candidat. Je pense que c'est un peu de cela bien. C'est-à-dire tout Ivoirien qui respecte les conditions et qui pense qu'il a une alternative de gouvernement à proposer, peut le faire. On a vu dans des pays européens où des étudiants ont été candidats ou des fermiers ont été candidats. Oui, parce que les réactions sont un peu partagées après la prestation de certains candidats face aux électeurs. Il y a des Ivoiriens qui ont réagi pour dire que il faut qu'on voit les choses autrement parce que... Non, on ne peut pas, démocratiquement, on ne peut pas empêcher quelqu'un de se présenter s'il remplit les conditions. Et c'est le peuple maintenant de sanctionner en disant, certes, tu remplis les conditions, mais tu ne réponds pas à mon idéal de président ou de présidente et ton programme ne me sied pas. Voilà. Et puis ce que je voulais dire à ce niveau, elle a parfaitement raison parce que c'est... Depuis 1789, un homme, c'est un homme. Nous sommes tous égaux devant la loi. À partir du moment où nous remplissons les conditions, nous pouvons être éligibles. Maintenant, si nous sommes légers, si nous ne proposons pas quelque chose, nous serons sanctionnés par les urnes. Descartes disait le bon sens est la chose la mieux partagée du monde, mais on s'est rendu compte que ce n'est pas vrai, que ce soit la chose la mieux partagée du monde. Et on sait que la loi de 1789, la Révolution, a été faite sur la base du refus de la discrimination. Parce que si vous rentrez dans ce système, on rentrera dans les systèmes de discrimination. Parce que tel qu'elle le disait, on aura l'impression qu'il n'y a que les intellectuels qui peuvent gouverner un pays. Alors que le leadership ou le management n'a absolument rien à voir avec les diplômes. On en sait quelque chose. Beaucoup de régimes qu'on a cru qui étaient nantis d'intellectuels n'ont pas été les plus heureux à l'exercice du pouvoir. Est-ce que vous voyez? Oui, bien sûr. Donc, c'est une manière de dire que acceptons. Et puis, d'ailleurs, même, c'est intéressant pour l'apprentissage. On peut, au premier passage, être médiocre, mais on a vu en France des gens comme Mitterrand qui ont commencé avec De Gaulle, mais qui ont fini parmi les plus grands présidents de France. Alors, donc, quel est votre point de vue dans ces pays où il est exigé 500 000 signatures d'élus avant d'accepter une candidature? À moi? Oh oui, il faut voyager tout. Non, dans les régimes politique et démocratique, il arrive que la question de la représentativité soit un critère. Tout à fait. Et juridiquement, on établit la représentativité comme un critère. Vous comprendrez bien qu'on a envie que celui qui aspire à diriger la communauté politique ait fait ses preuves, soit parce qu'il a été gestionnaire au niveau local, soit à la mairie ou au conseil régional, avant d'aspirer à être, par exemple, président de la République. Donc, c'est le critère de la représentativité. Ouais. Toutefois, permettez-moi, M. Mobio, de revenir parce que Mme Gabala a permis d'éclairer le fond de votre pensée. Tout à fait. En réalité, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on passe le cap du juridisme, c'est-à-dire, voici les conditions d'éligibilité, les candidats remplissent ces conditions d'éligibilité, ils sont candidats, mais dans le cadre de l'élection de cette année, force est de constater, en tant qu'analyste, que la capacité de proposition des candidats étaient vraiment au minima en termes quantitatifs et qualitatifs. De certains. De certains candidats, je l'ai bien noté. Puisque certains candidats en majorité ont passé le temps à dire le président sortant, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Il était question de venir nous donner, à nous les Ivoiriens, quelle est votre vision de la santé et comment vous comptez la mettre en œuvre. C'est ça le projet de société. Quelle est la vision que j'ai pour les Ivoiriens? Et comment je le mets en œuvre? C'est ça le programme de gouvernement. Beaucoup de candidats ont passé le temps à critiquer. Non, mais nous ne sommes pas à ce sujet. Mais ils ont été incapables de faire des propositions. C'est ce que je voulais noter, en termes de qualité et de typologie des candidats.
D'accord. Mais Alors, oui, le point, c'est qu'il faut laisser le peuple choisir. Absolument. Chacun expose ses points forts, chacun expose ses points faibles, et il faut laisser le peuple choisir. Parce qu'il ne va pas y avoir une audition des candidats sur leur projet avant de dire, toi, ton projet est intéressant, donc on te donne l'accréditation, le cas de la commission etc. électorale indépendante où on dépose les dossiers, où il y a des jeunes de moins de 20 ans ou qui déposent des dossiers, il n'y a pas de photos, c'est incomplet, mais on accepte quand même. Ah non, mais ça ne peut pas être accepté. Non, excusez-moi, excusez-moi. La commission électorale indépendante n'a pas la compétence. Oui, non, je sais, mais est-ce que déjà à ce niveau, on ne peut pas faire déjà l'économie de certaines choses? Voilà. Non, il faut changer la loi. Voilà, c'est ça. Monsieur Mobio, il faut changer la loi. Je sais que la commission n'a pas compétence, il faut légiférer. Un jeune de 20 ans qui dépose un dossier, bon, est-ce que déjà à ce niveau-là, on ne peut pas déjà... Il faut changer la loi. Oui, sinon, en l'état actuel, dans ses attributions, dans le fonctionnement de la commission électorale indépendante, elle reçoit les dossiers. Seul le juge constitutionnel est en charge de regarder la conformité et la régularité des dossiers au regard des conditions d'éligibilité. Maintenant, si la population aspire à ce que déjà il y ait un premier tri au seuil de la CEI, il faut que dans les futurs députés que la population va élire, ils disent aux députés, notre préoccupation c'est la loi électorale, il faut changer, il faut qu'il y ait une bonification des critères pour recevoir les dossiers. Oui, pour nous il y a un danger. Il y a un danger parce que moi je suis tout à fait d'accord avec Mme Gavala pour dire que dès lors que quelqu'un remplit les conditions juridiques, le peuple le sanctionne. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, nous avons vu un cow-boy être président de la République, l'État le plus puissant du monde. Nous avons vu un planteur d'arachides, pour ne pas parler de Jimmy Carter. Nous avons vu des anciens footballeurs. On a vu beaucoup de choses sur cette terre. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient les pires présidents. C'est une manière de dire qu'il faut éviter la professionnalisation à outrance par ce que j'appelle la diplomite de la sphère politique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Les politiciens nous gèrent, nous, en tant qu'êtres humains réels avec nos préoccupations. Donc la compréhension des préoccupations des populations n'est pas l'apanage d'une élite en tant que telle. Parce que le souci aussi, c'est qu'on se dit quelqu'un qui veut briguer la présidentielle, le fauteuil de président, doit être suffisamment armé, doit avoir des ambitions, qu'on sente que cette personne s'est préparée. Mais on a comme l'impression que bon, les gens se présentent aussi. Mais c'est ce qu'on a dit, on les sanctionne en ce moment-là. Oui, puisque si vous prenez Reagan, Reagan, au début, il passait pour un rigolo, il était dans des rôles de pédiste, de second rôle. Les gens ne le prenaient pas au sérieux, les gens ne pensaient jamais que quelqu'un comme ça pouvait être président. Docteur Ngelbien, je voudrais me permettre de rebondir pour dire que il faut avoir une approche Pareto optimale. Il faut comparer ce qui est comparable. Parce que vous ne pouvez pas nous prendre le modèle américain qui a 300 ans. Qui a 300 ans, qui a été éprouvé pendant 300 ans, de sorte que les institutions trépassent les individus. Vous prenez un acteur de cinéma, Ronald Reagan, vous le déposez à la Maison-Blanche, 90 jours avant sa prestation de serment, on le briefe. On lui dit, voici comment fonctionne le monde. Il a un Conseil national de sécurité. Les institutions fonctionnent. Nous sommes une démocratie jeune, une démocratie d'emprunt, naissante, qui fait la marche difficile vers le développement. Il ne faut pas comparer ce qui est comparable. Non, vous avez dit une chose. Chaque nation a le peuple qu'il mérite et chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Bon, docteur, on pourrait accepter cette profession. C'est une profession de foi, docteur. C'est pour dire que c'est une profession de foi. C'est pour dire que même quand vous commencez par les États-Unis, ils ont commencé par le Far West. Celui qui avait le pistolet, c'est lui qui avait l'État, c'est lui qui était le maire, c'est lui qui avait tout. Mais learning by doing, c'est comme ça. Nous aussi, nous allons apprendre avec nos médiocres, avec nos excellents, et nous finirons comme ça. Mais docteur, pourquoi ne pas plutôt appliquer l'approche de l'éthique élitiste plutôt? Pourquoi ne pas excusez-moi, pourquoi ne pas s'approprier les modèles bons qui existent et les appliquer chez nous? Pourquoi vouloir faire l'expérience de la médiocrité avant d'accéder à ce qui est bon? Il faut pas on ne va pas oublier l'actualité, s'il vous plaît. On ne va pas oublier l'instruit. Pourquoi j'insiste? Parce que nous, les francophones, nous avons tendance à confondre élite et instruit.
D'accord, on va revenir. Ce qui n'est pas la même chose. Restons collés à l'actualité. L'actualité, c'est le vote de ce dimanche. Les Ivoiriens ont été appelés donc aujourd'hui à choisir leur président et nous allons revoir encore l'ambiance qui a prévalu dans certains quartiers. Ce dimanche 25 octobre 2015, les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour élire le président de la République de leur choix. À Bondoukou, dans le district du Gontougo, électeurs et électrices se sont rendus dans les différents bureaux de vote pour accomplir en toute sérénité leurs devoirs citoyens. Lesquels bureaux de vote ont ouvert à 7 heures. Le personnel électoral est en place, les représentants des différents candidats également, de même que les observateurs internationaux. Dans l'ordre et la discipline, l'on a pu voter. Je venais accomplir un devoir, je suis très heureux que les élections se passent de façon calme et dans les règles de l'art et de la démocratie. J'ai voté bien même, j'ai content aujourd'hui. Oui, j'attendais ça longtemps. C'est un grand sentiment de joie et de fierté d'avoir accompli ce devoir civique, citoyen, qui est quand même important pour l'avenir de notre pays, la Côte d'Ivoire. Affluence au lycée moderne de Bondoukou et au groupe scolaire de la ville. Le préfet de région et ses collaborateurs ont pu exercer leur droit de vote. Nous sommes heureux que ça se passe de manière apaisée et nous souhaiterions que ça se passe dans toutes les localités, que les autres citoyens qui sont encore dans leur maison puissent sortir et qui n'attendent pas la dernière minute, c'est-à-dire 17 heures, pour venir à la bousculade, parce que nous voulons donner les résultats le plus rapidement possible. C'est le moment le plus privilégié pour tous les citoyens de participer à la désignation du chef d'État, qui est le garant de toutes les institutions de la République et même qui est le garant de la vie de tous les citoyens. Donc contribuer à son élection, participer à son élection, apporter son bulletin de vote pour exprimer son choix est un acte de responsabilité qui est accordé à tous citoyens et on doit l'exercer avec empressement et avec joie. La sécurité du scrutin est assurée par les forces de sécurité et de défense appuyées par les militaires onusiens. Ici, dans le district du Bassa-Sandra, les bureaux de vote ont effectivement ouvert leurs portes à 7 heures, comme indiqué par la commission électorale indépendante. Et c'est dans le calme et la discipline que la population des régions de San Pedro, de l'Anawa et du Boclé ont pris d'assaut les différents bureaux de vote pour exprimer leur suffrage. Vous pouvez le constater, derrière moi, des électeurs qui attendent impatiemment leur tour pour aller voter. D'ailleurs, nous avons tendu notre micro à des électeurs qui ont eu la chance de voter très tôt ce matin, mais également à des électeurs encore dans les rangs. Il faut accomplir ses devoirs pour pouvoir élire ton président, pour que ton pays soit toujours en marche. Voilà pourquoi ce matin je suis venu pour élire mon président. Je veux forcément voter. Parce qu'il y a plein d'hommes qui sont partis à l'église, quand ils vont venir, en tout cas, il n'y aura pas de place. Donc, je suis venu vite voter. J'ai fini de voter, je m'en vais à la maison, je vais aller m'asseoir à la maison tranquillement avec mes familles. Je demande à mes frères de venir voter sans faire discours avec quelqu'un. Nous votons pour la paix, pour la cohésion, pour le développement. Nous devons privilégier la Côte d'Ivoire. On peut le dire sans détour, dans le district du Bassa-Sandra, l'élection présidentielle se déroule dans de bonnes conditions jusqu'à maintenant. D'ailleurs, les électeurs ici souhaitent des élections sans heurts et sans violence. Groupe scolaire à Mondabi et école primaire publique RAN dans la commune du Plateau. Des éléments de sécurité et personnes civiles venus accomplir leur devoir civique. Je viens de voter, je ressens un sentiment de joie. Un bon citoyen doit voter. Je sais que vraiment c'est mon choix qui est fait. Je me dis que tout va aller pour nous. Vive la Côte d'Ivoire. Je suis venue remplir mon droit de vote pour élire mon président, celui que je veux, diriger mon pays. Selon les responsables du bureau de vote et forces de sécurité, tout se passe bien. Pour la sécurité du scrutin, nous sommes venus voir s'il n'y a pas de problème et si nos hommes sont sur place. Nos hommes sont sur place, tout se déroule bien. Nous avons démarré depuis 8h30. Malgré même la pluie, ils sont sortis assez nombreux. Tout se passe bien, en tout cas pour le moment. Aucun incident. Situation similaire dans la commune de Yopougon. Au groupe scolaire Sipores 2 et Gandhi, aucun incident n'a été relevé. Tout se déroule dans le calme. Les électeurs viennent voter paisiblement
sans problème. Les urnes sont tout bien fermées. En tout cas, on ne ressent aucune anomalie. Depuis le matin, on est là, bon, tout se passe bien. Il n'y a pas eu de scandale. Quand je suis sorti du culte, de là-bas, je suis allé à la maison, manger un peu et je suis revenu voter. J'ai voté tranquillement, sans problème, dans la paix. L'élection présidentielle terminée, les Ivoiriens sont dans l'attente des résultats. Voilà, dans l'attente des résultats, sur ce plateau, dans quelques instants, nous allons parler d'un autre sujet, la caution pour être candidat. Est-ce qu'il est important d'augmenter cette caution? Est-ce que dans d'autres pays, c'est d'autres réalités et tout? Pour l'instant, nous allons partir au siège de la commission électorale indépendante, où se trouve notre correspondant Thomas Bayenchi. Quelles sont les dernières nouvelles, Thomas? Au siège de la commission électorale indépendante, où se trouve notre correspondant Thomas Bayenchi. Quelles sont les dernières nouvelles? Oui, merci David Mobio. Les dernières nouvelles partent de ce que le président de la commission électorale indépendante a promis. Il a promis de livrer les résultats provisoires rapidement. Et puis le deuxième vice-président, lors de son premier passage sur ce plateau, a fait la précision que ces résultats seraient tous connus avant le 30 octobre. Entre les deux, il semble se dessiner une certitude. Aucun résultat officiel ne pourra être communiqué au cours de cette première nuit électorale. Par contre, demain, les résultats risquent d'être proclamés comme en avalanche, Monsieur Gervais Koulibaly. Mais avant d'en arriver là, je voudrais que vous nous expliquiez un peu le processus suivi par les résultats dès la fermeture des bureaux de vote jusqu'à ce qu'ils parviennent ici. Alors, c'est l'article 39 du Code électoral qui traite de cette question, de la question du dépouillement et de la proclamation des résultats. L'article 39 prévoit que dès le bureau de vote, l'on dépouille, c'est-à-dire qu'on vide l'urne et on compte le nombre de bulletins et on proclame les résultats. On rédige les PV, séance tenante. Et ces procès-verbaux, après donc la proclamation des résultats, sont transmis à l'échelon supérieur, c'est-à-dire à la commission électorale de la sous-préfecture ou de la commune. Là, il y a une compilation, bien sûr, vérification de ce qui a été fait dans les bureaux de vote avec les corrections qu'il faut. Je dois signaler que dans le bureau de vote, déjà, on remet une copie du procès verbal à chacun des représentants des candidats. Ensuite, on transmet, comme je l'ai dit, à la commission électorale de la sous-préfecture ou de la commune. Et là, il y a vérification, compilation et proclamation des résultats aussi, avec rédaction de ce qu'on appelle le PV de la compilation, c'est-à-dire du relevé général des résultats au niveau de la commune. On remet aussi une copie à chacun des représentants des candidats, parce que là aussi, il y a des représentants des candidats. Donc, dans les communes et les sous-préfectures, les résultats peuvent être déjà connus. Il y a des résultats proclamés là, de la sous-préfecture. De la sous-préfecture. Oui. À chaque niveau, on proclame des résultats. Ensuite, les procès-verbaux sont transmis au niveau départemental. Et au niveau départemental, il y a là aussi vérification, compilation, proclamation des résultats. Et on transmet ces documents au niveau régional. La même chose se produit. Et c'est cet ensemble au niveau régional dont vous voyez, on a vraiment vérifié. Et normalement, il n'y a pratiquement plus d'erreur, de risque d'erreur. Ces documents nous parviennent en commission centrale. Mais ça va assez vite. Hein. Oui, ça va assez vite parce que après les vérifications au premier niveau, en sous-préfecture et en commune, normalement, le reste va vite. C'est de la compilation, on additionne, on dit, bon, il y a eu au niveau, toutes les sous-préfectures, on va additionner pour donner le résultat du département. Après, on additionne les résultats de tous les départements pour donner le résultat de la région qui, lui, ensuite est transmis ici. La commission centrale se réunit, délibère, c'est-à-dire valide le résultat, et c'est en ce moment que notre porte-parole, après validation, vous proclame les résultats que vous aurez demain. D'accord. Bon, donc, c'est une opération d'addition, ce que vous appelez compilation. Compilation, c'est une opération d'addition, de vérification d'abord et d'addition ensuite.
de tous les résultats proclamés dans les bureaux de vote jusqu'à ce qu'ils arrivent à la région. À la région, oui, absolument. Les 32 régions. Voilà, absolument. Et vous voyez que les étapes se suivent, mais comme je l'ai dit, c'est un travail qui va assez vite. C'est la première étape qui est un peu longue, c'est-à-dire au niveau des communes, parce qu'ils doivent vérifier ce qui a été fait au niveau des bureaux de vote. Il se peut qu'il y ait quelques petites erreurs, ils doivent les rattraper, faire la première compilation. Après, déjà au deuxième niveau, on commence à avoir moins d'erreurs et ça va plus vite. Bah, si ça va aussi vite, qu'est-ce qui retarde? Mais ils sont en train de le faire. Oui, mais sachez qu'il y a des bureaux de vote qui sont, par exemple, à l'île Boulay. Il faut passer long pour les ramener. Il y a des résultats qui sont derrière, dans des endroits où il n'y a pas vraiment de route pour passer. Il y a tout cela. On ne peut pas proclamer un résultat dans une sous-préfecture si tous les résultats ne sont pas arrivés. On ne peut pas faire laisser le vote d'un certain nombre de citoyens de côté pour proclamer les résultats. Je pense que les candidats se plaindraient tout de suite. Et c'est ce qu'il faut. Il faut éviter de faire un blackout sur les résultats d'une population. Alors, la technologie actuelle ne devrait pas permettre d'aller plus vite pour partir de l'île Boulay à... Vous comprenez maintenant pourquoi nos tablettes sont si importantes. Parce qu'elles permettent d'avoir des résultats qui arrivent rapidement. Mais n'empêche qu'il faut quand même que nous ayons les supports physiques après coup. Il nous les faut, les supports physiques, parce que le Conseil constitutionnel qui va prononcer les résultats définitifs les prononce après avoir regardé, analysé et validé les résultats qui sont sur les supports physiques, les procès-verbaux qui sortent des urnes, c'est-à-dire déjà des bureaux de vote. Ensuite, ils regardent toutes les compilations qui sont faites. Alors, vous voulez qu'on prenne rendez-vous pour demain avec bon espoir d'avoir quelque chose à nous mettre sous la dent? Oui. Oui, demain, vous aurez les premiers résultats dès que nous les aurons validés en commission centrale. Et votre pari de boucler tout cela avant le 30 octobre Notre pari sera tenu. Merci bien, monsieur le deuxième vice-président. David Mobio, je crois qu'avec le deuxième vice-président, nous allons prendre rendez-vous pour une autre séance de résultats électoraux pour demain. Merci donc à vous, Thomas Bayenchi. Nous n'aurons pas donc quelques résultats ce soir. Kadi, vous avez certainement une question à poser? Oui, je dirais, c'est sûr que c'est la déception parce que pour beaucoup d'Ivoiriens et avec la naissance du système PVT, on s'attendait à la proclamation des résultats provisoires au soir du 25 octobre. Alors, cette longue attente, est-ce que cela est fait pour vraiment calmer les esprits? Mesdames, messieurs? Je pense qu'il faut que les esprits soient calmes parce que si la CEI ne veut pas donner des résultats maintenant, c'est parce qu'elle veut s'assurer de la fiabilité des résultats qu'elle a reçus. Nous avons introduit aussi le système biométrique, c'est nouveau. Et je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Quand on sait que c'est la proclamation des résultats qui a créé les incidents de 2010, laissons le temps au temps, vérifions ce qu'il y a à vérifier, de telle sorte que quand les résultats sortent, ils sont sans contestation. Voilà. Je suis d'accord avec vous, Madame Dao. Il faut appeler à l'esprit citoyen, au calme, les uns les autres, les QG. Mais au-delà, je crois qu'il faut promouvoir une éducation des valeurs auprès de nos hommes politiques. Parce que moi, je pense que lorsque des bureaux de vote sont fermés pour la plupart à 19 h et qu'aujourd'hui, on a les cellulaires, on a l'Internet, on a les NTIC, je pense qu'à minuit, en principe, on doit avoir les grandes tendances dans les QG. Et que l'attitude citoyenne consisterait demain, au plus tard à midi, à ceux qui ont perdu, déjà pour ne même pas que cette possibilité de tension intercommunautaire puisse exister, d'appeler le candidat qui a gagné. C'est même un acte citoyen de l'appeler. Monsieur, félicitations, selon les résultats que nous avons, c'est vrai qu'on attend la version officielle, mais selon les résultats que nous avons, c'est vous qui avez gagné. Félicitations. Comme on l'a vu au Mali. Comme on l'a vu au Mali, comme on l'a vu ailleurs, et comme on le voit en France. Comme on le voit en France chaque année, quand il y a des élections.
Donc je pense que ça aussi, c'est une culture de valeur que nos politiciens devraient adopter. Voilà. Moi, je suis d'accord avec tout à fait Dr Fama, parce que je pense que quand on va à une élection, on la gagne ou on la perd. Et je pense que c'est pour ça que nous avons des scrutateurs dans tous les bureaux, et nous avons les tendances. Et une fois que les tendances se dessinent, en général, après, on parle de confirmation. De ce point de vue, nous pouvons être tout à fait adultes et comprendre que l'attente n'est pas une bonne chose. Parce que c'est dans l'incertitude que les rumeurs enflent, que les rumeurs naissent et que les rumeurs amènent les gens à s'imaginer ce qu'ils ne devaient pas s'imaginer. Alors que si, dès les premiers moments, on coupe court aux rumeurs et que chacun de manière mature, comme on l'a vu au Mali, à 19h déjà, pendant que les représentants, les protagonistes et les supporters de l'opposition d'Ibeka s'apprêtaient à aller chercher les machettes sous les lits, il a été le premier à aller vers celui qui avait gagné et à reconnaître sa défaite. Donc il faut évoluer dans le sens de l'apaisement, un peu de patience pour la proclamation des résultats. Grâce à Nyaba. Yaba. Faut-il ou pas augmenter la caution qui est de 20 millions de francs CFA en Côte d'Ivoire? Pour moi, le problème n'est pas sur l'augmentation des 20 millions. C'est un problème de valeur, d'éthique. Je pense que restreindre ou éliminer, tout à l'heure je disais à M. Faman qu'il ne faudrait pas stigmatiser le débat, l'enfermer dans des caricatures. Il faudra avoir un pied à être diplômé de Harvard ou Non, je n'ai pas dit. Alors, faut-il ou pas augmenter la caution qui est de 20 millions de francs CFA? À mon sens, non. On l'aurait fait à 50 millions. Certains esprits mal intentionnés, si l'intention n'était pas noble, je dis bien en passant, pourraient se l'approprier et avoir toujours le même chemin. Mais heureusement que nous avons les urnes. Les urnes représentent la fin du discours. Voilà, le rêve est permis et c'est bien que le jeu politique soit assez ouvert à l'attention de tous, que je puisse rêver être président de mon pays. Ça veut dire que j'ai des intentions nobles, moyennes, grandes, peu importe, mais j'ai des intentions pour mon pays. J'y travaille, j'y pense, j'y réfléchis, je m'instaffe, toute une réflexion que je déballe et tout ça que je déploie. Alors, pour moi, il ne faut pas enfermer le débat politique, le jeu politique. C'est d'abord un jeu. C'est d'abord un jeu. D'accord. À la fin, il y a quelqu'un qui est élu, mais c'est le peuple qui décide. Le meilleur joueur. D'accord. Voilà. Avant de vous demander votre avis sur cette question, on va d'abord écouter des Ivoiriens, un élément qui se prononce sur la caution. Au nombre des conditions d'éligibilité à la présidentielle, le cautionnement de 20 millions de francs CFA a versé au trésor public. Cette exigence est inscrite à l'article 55 du Code électoral. Ce critère est apparu avec le multipartisme à l'orée des années 90. Une initiative du gouvernement d'alors soumise au Parlement pour lui donner valeur de loi. Et Djampan Boatimele était député à cette époque. Il avait pris part aux travaux. Il y a deux modes de tri. Le premier mode, c'est de recourir à des candidatures de personnalités élues ou responsables locaux. Et il y a le mode du cautionnement. Nous n'avions pas le choix, puisque nous venions juste d'entrer en multipartisme. Choisir les élus ou les personnalités, c'était compliqué. Et donc, il fallait recourir aux cautions. Si le principe du cautionnement est vite acquis, le montant à verser par contre fera l'objet de vives discussions entre les parlementaires. C'est là que le débat s'est produit. Pourquoi tel montant? Parce qu'on veut empêcher les nouveaux responsables politiques qui n'ont pas beaucoup de moyens de se présenter. Mais ça va au-delà de cela. L'élection présidentielle étant une chose importante pour un pays, il fallait éviter qu'il y ait trop de candidatures fantaisistes. Et donc on a fixé à 20 millions. La majorité l'a emporté. Certains pays de la sous-région emboîteront le pas à la Côte d'Ivoire et opteront pour le cautionnement.
En Guinée et au Sénégal, il est de 65 millions de francs CFA, au Burkina Faso 25 millions, au Togo 20 millions et au Mali 10 millions de francs CFA. Faut-il, oui ou non, revoir à la hausse le cautionnement en Côte d'Ivoire? La question divise les Abidjanais. Pour moi, il faut même augmenter pour que les gens savent que les élections, ce n'est pas de l'amusement, c'est du sérieux. Et qu'il faut avoir quelque chose à proposer pour pouvoir se présenter à une élection. Pour quelqu'un qui veut être président de ce pays, un pays comme la Côte d'Ivoire, 20 millions, il doit dépenser la somme de 20 millions. Et même s'il faut aller au-delà des 20 millions. Parce que vous dirigez un pays comme la Côte d'Ivoire, il faut avoir le minimum, même si tu n'as pas le maximum. 20 millions, c'est trop. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent être candidats, mais quand ils regardent le montant, c'est beaucoup élevé. Donc là, ils ne peuvent pas être candidats aussi. Pour l'échéance d'octobre prochain, seulement la moitié des 33 candidats déclarés a pu s'acquitter de la caution. Voilà, Madame Dao, vous voyez que les avis sont partagés. Alors, quelle est votre réaction? Mon avis personnel, c'est qu'il ne faut pas augmenter les 20 millions pour la simple raison qu'on est dans une jeune démocratie à construire. Si nous augmentons, c'est comme si il n'y a que l'élite et ceux qui ont la possibilité d'avoir ces 20 millions, 50 millions ou 100 millions qui peuvent le faire. Je ne pense pas. Et je pense que notre démocratie est à construire. Il faut nous laisser la parfaire. En plus de ça, on est quand même dans un pays pauvre. Ou plus de la moitié. Pour certains, avant d'être président, il faut être à l'abri des besoins, il faut être déjà... Oui, il faut être à l'abri des besoins, il faut se prendre déjà en charge, mais il ne faudrait pas que nos élections deviennent simplement un club fermé de personnes, de milliardaires. C'est ça qu'il ne faut pas. La qualité de président... La compétence d'un président n'est pas liée au nombre de milliards qu'il a. Un pauvre qui devient subitement président, il n'y a pas un Mais risque on l'a vu dans beaucoup d'autres pays, en Amérique latine et partout, et les choses se sont très bien passées. Okay. Et regardez, les gens de l'opposition, ils n'ont pas forcément des milliards aussi à proposer, mais ils ont des idées à proposer. Ce sur quoi je veux insister, c'est que c'est une jeune démocratie, elle est à parfaire. Il ne faut pas commencer à la fermer. Si vous augmentez, ça veut dire que seuls ceux qui ont des partis politiques seraient capables de le faire. C'est comme si on le fermait aux indépendants, qui peuvent aussi avoir la compétence pour le faire. Je ne serais pas pour. On pourrait peut-être revoir aussi à la baisse. Et je voulais aussi rebondir sur ce qu'a dit Mme Dao. On ne devient pas président pour être riche. Ce n'est pas l'objectif. Exactement. Voilà. Ce n'est pas l'objectif. C'est de rechercher au mieux le bien-être de l'Ivoirien en prenant des idées, des valeurs et construire avec les Ivoiriens pour les Ivoiriens. C'est aussi simple que ça. Oui, voilà. L'objectif, ce n'est pas s'approprier les richesses ou estomper les... Non, non, pas du tout. C'est ce qu'on remarque. C'est ce qu'on remarque, c'est ce qu'on essaie de combattre aussi. Ouais. Voilà, mais bon, ça va aller. On est une jeune démocratie. Donc, moi, je crois fermement en ce pays. Je crois qu'on va finir par y arriver. D'accord. Et quand il y a une aide exceptionnelle de 100 millions de francs CFA, on prend? Est-ce qu'on a besoin de ça pour... Moi, je ne l'aurais pas fait. Mais si ça a été fait, je pense que ça a été pensé et ça a été parfaitement pensé. Docteur Niquez. Oui, moi ce que je voudrais dire, c'est que malheureusement, nous, psychologues et sociologues, nous sommes mal à l'aise avec l'argent parce que quelle est sa fonction sociale? À savoir qu'il a dit, ceux qui ont fait les travaux, on dit que c'est arrivé à un moment donné de l'histoire. Oui. Quand nous n'avons pas les tenants et les aboutissants d'un acte, nous avons du mal à comprendre sa fonction sociale. Et ce que les dames ont dit, elles ont parfaitement raison. Est-ce que gérer la destinée d'un pays est lié aux moyens que nous avons? Il y a des gens qui ont une haute opinion de leur pays, mais qui n'ont pas les moyens. Et pour rebondir sur ce que Kadi disait, l'argent ne suffit jamais. Et quand on se rend compte en Afrique, plus les gens en ont, plus ils en veulent. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est pauvre à l'origine et qu'il arrive au pouvoir qu'il deviendra riche. C'est un sport national, en quelque sorte. Je pense qu'il faut faire attention, vous permettez, madame, il faut faire attention. Le cautionnement fait partie des critères d'éligibilité, comme par exemple l'attestation de régularité fiscale, oui, comme le casier judiciaire. Le but du cautionnement, dans l'esprit du législateur de la Constitution de 2000, n'est pas l'honorable Jean-Paul l'a dit tout à l'heure, ce n'était pas
de mesurer le niveau de richesse Tout à fait, la ou de capacité pauvreté financière, quoi, du candidat. Ça fait partie, le sorti comme ça, on ne pourrait pas comprendre l'esprit de la loi et la lettre de la loi. Ça fait partie de vérifier la probité morale du candidat, sa capacité, sa représentativité. Parce qu'un candidat qui a été condamné pour atteindre à la propriété, abus de confiance ou escroquerie, excusez-moi, il est indigne d'être président de la République. Ça ne peut pas l'empêcher d'avoir les 20 millions. Mais tout à fait. Mais c'est pour cela que le cautionnement fait partie d'un bloc, d'un tout. Non, je suis d'accord. Justement, parce que le problème qui est posé, on se demande, est-ce qu'il faut, oui ou non, augmenter? Voilà, c'est ça. Ah non, non. L'augmentation ne nous apporterait rien. L'augmentation ne changerait rien dans le bloc général de l'article 53 qu'a cité votre collaboratrice Sylvie Touré tout à l'heure. Oui. C'est un bloc qui cherche à veiller à ce que les personnes qui aspirent à être candidates à l'élection présidentielle soient crédibles, et soit d'une probité morale sans aucun doute. Voilà. Mais nous, là où nous avons un doute, je vous le dis, nous, sociologues et psychologues, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un a 20 millions qu'il est forcément d'une probité morale au-dessus des autres. On dit que c'est un élément dans un bloc. Excusez-moi, quel est l'indicateur que vous prendrez pour mesurer le caractère sérieux, propre d'un individu? Si ce n'est pas son casier judiciaire, on a des outils. Non, mais on parle d'argent. Voilà, nous parlons de deux choses. Excusez-moi, nous parlons de deux choses différentes. On sait qu'il y a 1000 manières d'acquérir de l'argent. Oui. Ça, nous sommes d'accord. C'est pour ça que j'ai parlé. Donc, à la limite, on peut même se passer des 20 millions dans les critères. Parce que ce n'est pas un baromètre. Justement, c'est pour ça que nous sommes mal à l'aise, parce que nous voulons comprendre. Il faut voir le lien connexe entre les 20 millions et l'attestation de régularité fiscale que chaque candidat produit. Puisque quelqu'un qui fait des affaires ou quelqu'un qui a ses activités, qui est capable de payer ses impôts, donc le service de la fiscalité lui donne un certificat qui atteste qu'il est en règle vis-à-vis des impôts, il faut qu'il soit capable de nous dire qu'il a quand même un minimum. C'est ce que représentent les 20 millions. Et mieux, la loi prévoit que les 20 millions, à un certain taux, on vous les rembourse. On ne les garde pas. On ne les garde pas. Les 20 millions, c'est un cautionnement. On ne va pas faire... on va vous faire l'économie de la signification du cautionnement. On ne les garde pas. C'est pour montrer... mesurer votre capacité de représentativité. Voilà. D'accord, on va s'entendre. Hein. En dehors de ça, les 20 millions ne sont qu'un cautionnement parce que la campagne électorale après va coûter beaucoup plus cher. Donc, mieux vaut mettre l'argent que vous avez ou vos aides dans la campagne électorale plutôt que de la déposer comme caution à l'État. Moi, je ne serais pas pour qu'on l'abroge. Je serais pour qu'on la maintienne, mais qu'on la maintienne à 20 millions. C'est suffisamment représentatif pour nous. D'accord, on va encore suivre le vote des électeurs et puis on va poursuivre les échanges sur le plateau. À Korogo, dès 6 h du matin, les électeurs qui ont préféré être les premiers votants ont pris d'assaut les bureaux de vote. Ici, nous sommes au groupe scolaire EPP Application qui dispose de 5 bureaux de vote. Un peu à 100 mètres de cet établissement primaire, le collège moderne. Même affluence. Bon, je suis arrivé vers 8 h. Hein. Ça se passe dans le calme, surtout dans le silence, et par ordre d'arrivée. C'est un dimanche, on n'a rien à faire. On n'a que ça à faire, le vote. Je suis arrivé à 8 h. Je suis là pour voter ce matin, pour élire mon président. À l'opposé du collège moderne, le lycée moderne, considéré comme le centre qui a enregistré le passage de hautes personnalités de la région du Poro venus accomplir leurs devoirs civiques et citoyens. Je viens de faire ça et maintenant je vais faire mon travail d'observer un peu comment les choses se passent ici et là. Donc je vais tourner dans les bureaux de vote au niveau de Korogo pour m'assurer que dans tous les bureaux de vote les choses se passent sans accroc. C'est une élection qui doit consolider le processus démocratique de notre pays. Les choses sont bien parties pour qu'il en soit ainsi. Je viens d'accomplir mon devoir civique, mon devoir de citoyen. Et je suis très ému de l'avoir accompli. La défaillance de certains appareils électoraux de la CEI a retardé quelque peu le démarrage du scrutin. Mais cela n'a pas démotivé les électeurs au quartier Nagakar.
Les 10 bureaux de vote ont battu le record de l'affluence. 8h Touba, 9h Koro, dans la région du Bafing, à plus de 700 km d'Abidjan, les populations sont sorties pour accomplir leurs devoirs civiques dans la discipline, le calme et la sérénité, avec l'espoir de voir leur candidat remporter le scrutin pour les uns et d'accepter le résultat si leur candidat n'est pas vainqueur pour les autres. Bon, si ce n'est pas mon candidat qui passe, bon, tout est bien. Tout est bien. Je vais me calmer. Dieu, il est seul. Ce n'est pas Dieu. Dieu, il est seul. Ce n'est pas Dieu, hein? Il est seul. Il va passer. Inch'Allah, il va passer. Le nouveau mode de vote, le mode biométrique, est jugé moins rapide, mais sûr et fiable. C'est un peu lent, mais on fait avec. Actuellement, nous sommes à près de 30% de votants. Sur 408. Les quelques responsables des campagnes rencontrés se disent satisfaits de l'attitude de paix adoptée par les électeurs ce jour de vote. Nous avons fait une bonne campagne. Je pense que nous allons faire aujourd'hui un 100%. C'est-à-dire tous ceux qui ont pris leur carte d'électeur vont voter. Dans l'ensemble, le Bafing, en ce qui concerne les villes sillonnées, a saisi le bien fondé d'élections apaisées. J'ai des représentants de toute la région du Bafing. Le département de Touba même, le département de Ouaninou et le département de Koro. Tout va bien là-bas. Il y a l'affluence, les gens viennent, ça va. La région du Bafing compte 294 bureaux de vote. Dans la région du Kabadougou, 246 bureaux de vote ont ouvert pour 62 554 électeurs. Disons que 6 millions d'électeurs sont appelés à choisir entre les 7 candidats de ce scrutin présidentiel. Les électeurs ont pris d'assaut l'école primaire publique 1 de Tiasalé-Kro dans la commune de Tiasalé pour choisir leur président. Le vote s'est déroulé dans le calme. À Ndoussi également, les électeurs se sont rendus nombreux dans les bureaux de vote pour accomplir leurs devoirs civiques. Je pense que nous allons dépasser les 75% de participation. Je souhaite simplement que tout le reste du processus se déroule bien. Une dame est venue spécialement de Lakota pour prendre part au scrutin. Dans l'ensemble, l'opération s'est déroulée dans le calme, dans les sous-préfectures de Morokro, Boloville, dans la région de Tiasalé. Présidentielle 2015, 7 candidats sollicitent le suffrage des Ivoiriens. À Mankono, région du Béret, les opérations de vote ont effectivement démarré à 7 heures, plus précisément à l'école primaire publique Lagui Karamoko, où au bureau de vote numéro 1 et numéro 2 sont inscrits respectivement 360 et 358 électeurs. Mankono totalise 135 lieux de vote pour 168 bureaux de vote et une population électorale de 41 247. C'est à 8h30 précise que le ministre d'État Dosso Moussa et les élus de la circonscription ont voté au foyer des jeunes de Toulé. Le président de la République a donné des instructions à l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour que non seulement la sécurité puisse être assurée sur l'ensemble du territoire, mais permettre à chacun, tous comme un seul homme, nous allions tous dans les bureaux de vote et accomplir notre acte, et cet acte-là qui, de loin, est extrêmement utile pour l'élection du président de la République. De vieilles dames ont tout abandonné pour participer au scrutin présidentiel. Du beau monde à l'école primaire publique de Kongasso. Il faut signaler que de nombreux candidats n'étaient pas représentés dans les urnes. Ici comme partout ailleurs, le fonctionnement de l'appareil biométrique a énormément posé problème. Voilà, Kadi, vous allez revenir sur l'aide exceptionnelle. Parlant de la caution, on a entendu Mme Dao Gabala dire que bon, la caution, elle préfère qu'on maintienne à 20 millions, mais en même temps aussi elle a relevé que la campagne, ça coûte cher. La campagne, ça coûte cher. Peut-on dire que les 100 millions qui ont été donnés aux candidats ont été une bonne chose, finalement? C'était opportun. Je voudrais, à ce sujet, madame, si vous le permettez, noter que de notre revue documentaire, il ne nous a pas été possible de
trouvé le fondement juridique des 100 millions. Ce qu'on a trouvé dans la revue documentaire, c'est qu'il est prévu une loi sur le financement des partis politiques. Toutefois, je pense que le président de la République, dans un souci d'équité, a voulu que les candidats aient un minimum de moyens, parce que nous sortons d'une période de crise. Et mieux, le président de la République a un article de la Constitution qui lui permet de prendre des mesures exceptionnelles. Je suis sûr que c'est sur le fondement donc, de cet article des mesures exceptionnelles que le président a délibérément donné 100 millions à chacun des candidats à l'élection présidentielle. Il est clair que pour les observateurs de la vie politique, on a regardé et on estime que c'est de mauvais aloi que ceux qui n'ont pas voulu aller à la compétition aient refusé, par exemple, de remettre cet argent pour les raisons, quelques raisons que ce soit. Voilà. Moi, je dirais que je suis pour les 100 millions qui ont été donnés. Et je pense que si le président de la République l'a fait, c'est dans un souci d'équité. Pourquoi ? Parce que cette loi sur le financement des partis politiques ne s'applique que pour les partis politiques existants et automatiquement, on renforçait les partis politiques et tous les candidats indépendants auraient été laissés pour compte. Or, avec ces 100 millions, tous ont eu la possibilité de les avoir. La loi sur le financement des partis politiques n'intéresse que les partis politiques. Pour moi, je la vois comme une mesure d'équité et je suis totalement en faveur de cela. Et on ne doit pas justifier cette somme-là parce que c'est facile, on a vu des candidats qui ne sont pas allés très loin. Il faut le justifier si cela est prévu dans la loi. Si ce n'est pas prévu dans la loi de le justifier, il n'y a pas de raison de le justifier. Je pense que ce qu'il nous faut maintenant, c'est d'avoir un système comme en Europe où on demande que les fonds qui vous ont été donnés dans le cadre de votre campagne, vous avez l'obligation de le justifier à hauteur d'eux. Mais tant que ce n'est pas dans la loi, je ne vois pas pourquoi il faut l'imposer après que le match ait commencé. D'accord. Vous voulez réagir? Oui, moi je voulais réagir parce que effectivement ce fonds a fait polémique. Ce fonds a fait polémique parce qu'il y a une certaine partie des candidats qui ont applaudi des deux mains, il y a certains qui ont jugé que c'était insuffisant, il y en a qui ont refusé de prendre. Donc ça veut dire qu'ils sont autant divisés que la population parce qu'il y a la population qui n'a pas compris, comme le disait tout à l'heure Kadi, qu'ils ne doivent pas justifier, mais s'ils ne sont pas candidats, ils ne doivent pas rendre. Il y en a qui ont dit, mais ils ne sont pas candidats, mais ils sont allés faire une contre-campagne. Donc c'est pour dire que quand vraiment ce problème est posé, et comme dit Dr Fama, on n'a pas de traçabilité en avant. C'est vrai que c'est dans la Constitution, c'est inscrit, mais les conditions de décaissement ne sont pas tout à fait démontrées. Du coup, comme disait le père de la nation, mieux vaut l'injustice que le désordre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous souhaitons faire l'équité, nous souhaitons être justes, mais à l'arrivée, si ce n'est pas expliqué, si ce n'est pas compris, il y en a même qui pourraient penser, moi je l'ai entendu, en tant qu'observateur de la vie politique, certains disent, mais ici en 2020, nous tous on se dégroupe pour avoir 20 millions de cautionnements. Et est-ce qu'on aura droit comme ça, tout de go, de manière exceptionnelle, aux 100 millions? Et s'il ne le fait pas, pourquoi il a fait cette fois-ci? Vous voyez qu'à un moment donné, ça devient polémique, c'est source de polémique. Et dans le fond, comme je suis comme Mme Yaba, je ne dirais pas, je n'ai pas vraiment compris le fondement, même si ça a été expliqué, c'est une décision, c'est une volonté noble d'égalité des chances, mais je veux dire qu'à un moment donné, ça a sémé le trouble dans la conscience des uns et des autres. Nos reporters qui sont sur le terrain continuent donc de nous proposer leur compte-rendu. Nous allons encore regarder le vote des électeurs. Secondaire protestant d'Aloa, 7h30 dimanche du scrutin présidentiel. Agents et matériels électoraux, forces de l'ordre et observateurs déjà en place, des électeurs aussi pour accomplir leur acte de vote. Depuis 5 ans ici, là, c'est parce que je dois voter. C'est un devoir pour moi. École Christ-Roi, des difficultés de démarrage du matériel technique n'entravent pas, comme au groupe scolaire protestant, le déroulement du scrutin. On peut même saluer la sécurité et la paix qui prévalent. Nous, on avait cru qu'il allait y avoir des heurts, voyez-vous, des agressions, mais ce n'est pas le cas. La sécurité est totale. Ça, c'est important pour le Sandra et pour Daloa. Je suis heureux que l'appel
lancé par toutes les communautés nationales et internationales a été entendu par les électeurs. 9h, secteur évêché, quartier Tazibo, ambiance bon enfant aussi dans ce centre de vote où place est d'abord faite aux personnes âgées et aux femmes, une organisation du maire de Daloa. Les personnes âgées sont en train de voter en priorité. Après, ce sera le tour des jeunes. Vous voyez, l'atmosphère est bon enfant. Tout se passe très très bien dans la sérénité. Je souhaite que le soir, c'est-à-dire à partir de 17h, quand on aura clôturé, que tout ça soit passé dans de bonnes conditions. Groupe scolaire Vavoie 146, pas d'affluence à 10h30 comme à Bonoufla sur l'axe Daloa-Vavoie. Les difficultés techniques sont pourtant résolues. Il y avait quelques difficultés au niveau de la tablette, mais on nous a dit de frotter la main sur le visage et puis d'essayer, et on a essayé, ça a marché. Deuxième région électorale avec 312 155 votants, le Haut-Sassandra, c'est 711 centres et 1096 bureaux de vote où se déroule bien le scrutin. Les difficultés de démarrage de matériel technique ayant très vite trouvé solution, en tout cas à Daloa, Vavoie et Zoukoube, prévaut une atmosphère de paix, peut-être grâce à la présence remarquée des forces de l'ordre. À Sakassou, dans le Walebo, à 40 minutes de la fermeture des bureaux de vote, 175 sur 290 électeurs ont voté au centre culturel de la ville. Dans les bureaux de vote logés à la mairie, au bureau de vote numéro 3, 182 électeurs sur 350 ont voté. Au bureau de vote numéro 2, 129 sur 368 ont exprimé leur choix. Au bureau de vote numéro 1, 181 sur 368 ont voté. Pour le président local de la CEI, la journée électorale s'est déroulée sans incident. Très tôt le matin, à 4h30, nous avons commencé à déployer nos agents sur le terrain pour assurer la gestion des bureaux de vote. Donc, jusque-là, tout va bien. À part que nous avons quelques soucis avec les tablettes par endroit, dans les zones où il n'y a pas de réseau Internet. Donc, tout se passe bien jusqu'à présent. À quelques minutes de la fin, nous sommes sereins, tranquilles. Nous n'avons pas eu écho de quelques incidents que ce soit. Le préfet de la circonscription administrative ne dit pas autre chose. Le taux de participation, à 14 heures déjà, on était autour de 50%. Mais là, tout de suite, à 16h, il y a un des sous-préfets, celui de Toumouri Sakassou, qui m'a donné le taux de participation là-bas, et ce sont à plus de 70%. Et c'est exactement la même chose à Yaousra. Donc, le taux de participation, on peut dire que ça va dépasser les 60%. La commune de Sakassou compte 57 bureaux de vote. La sous-préfecture, 65. La population électorale est de 29 088. D'accord. Alors, Kadi, vous avez certainement une question sur les mutations. Sur les mutations, on se rend compte que la première élection présidentielle a eu lieu en 1960. Nous sommes toujours dans la Deuxième République. Et en un demi-siècle, la Côte d'Ivoire a subi de nombreuses mutations politiques. Quelles sont les raisons de ces évolutions? Les sociologues? Bien, moi, sur ça, je serais à l'aise sur deux plans, mais je pense que mon ami juriste sera plus à l'aise sur le premier. À savoir que si nous regardons un peu, nous prenons la Constitution de 59 et toutes les constitutions qui ont été suivies, quelque part, elles ont rendu compte des mutations. Mais globalement, là où je suis plus à l'aise en tant que sociologue, de constater le passage parti unique au passage pluripartisme, au passage violence et à la renaissance et constitution démocratique dans la violence. Donc c'est comme ça que moi je peux dire les 4 moments de mutation politique en Côte d'Ivoire. À savoir que nous avons connu la période coloniale, nous nous sommes libérés entre guillemets, nous avons créé notre propre constitution, nous avons pensé que nous devions démarrer tous ensemble dans le même parti unique. Ensuite nous nous sommes rendus compte qu'on devait s'exprimer de manière plurielle. Cette pluralité nous a fait déboucher sur la violence et actuellement nous sommes en train de reconstruire dans la violence. Donc voilà les 4 temps forts de mutation politique que nous arrivons à observer.
Alors, est-ce que nous n'aurons pas le temps de rentrer dans les détails? Madame Daougaba, vous aimeriez dire quelque chose là-dessus? Oui. Vraiment rapidement. D'accord. En fait, moi, je voulais revenir là-dessus en deux aspects. La première, c'est que dans les années 90, on a effectivement adopté un système démocratique et pluripartite qui était nouveau. Et donc, évidemment, ça a créé des changements et des changements dans la violence qui ont bouleversé un certain nombre de nos valeurs. Parce que les gens ne comprenaient pas ce que c'était que démocratie multipartiste. On a vu que avec cet avènement, on avait vraiment perdu nos valeurs, vraiment intrinsèques à l'Africain, avec des insultes, avec des injures. Et malheureusement, on a continué avec, en associant à démocratie, oui, mais surtout liberté à faire ce que je veux, quand je veux, sans tenir compte de l'autre. Ce qui n'était pas le cas. Donc, c'était des contre-valeurs de la démocratie qui ont été apportées. Ensuite, maintenant, nous sommes rentrés dans une consolidation de notre démocratie. Et ce que je note, c'est qu'il y a une plus grande appropriation, d'abord par le citoyen lui-même du système. Au début, il était tellement nouveau qu'il y avait des réactions de rejet, vraiment diverses. Et maintenant, de plus en plus, il commence à comprendre, il commence à consolider. Il va falloir qu'on aille aussi au niveau de... En plus de consolider, il va falloir la parfaire, cette démocratie, et l'adopter à nos systèmes de valeurs pour que les uns et les autres puissent se reconnaître dans nos systèmes démocratiques. Alors, merci. Donc, je vous propose les derniers échos de cette journée de vote. Au Diémé, Tiémé, Séguélon, dans la région du Kabadougou, au nord de la Côte d'Ivoire, la présence massive des populations dans les bureaux de vote augure d'un taux élevé de participation au scrutin présidentiel. À Tiémé, malgré quelques difficultés relatives à l'utilisation de la tablette numérique, les électeurs ont voté dans la discipline. Bon, au départ, on travaille avec la tablette. Donc, souvent, les empreintes digitales des électeurs ne passaient pas. Souvent, c'est le numéro d'électeur. Donc, on nous avait dit qu'on allait donner des codes maintenant pour faire valider l'électeur, mais le code n'arrivait pas. Après, les codes sont arrivés, ça ne passait pas. Après, maintenant, le président local est passé pour dire que bon, on doit mettre les tablettes de côté, puis de façon traditionnelle, ce qu'on avait l'habitude de faire. Les représentants du RHDP et du FPI se disent satisfaits du déroulement du scrutin. Je constate que vraiment, il n'y a pas d'incidence. Tout se passe normalement. Les élections, ça se déroule de manière parfaite. Ça va. À 17h GMT, quand nous arrivions à Séguélon, les bureaux de vote qui avaient ouvert à 7h du matin avaient fermé et c'était le début du dépouillement. Nous sommes venus à 17h constater la fermeture des bureaux de vote. Au moment où nous fermons, nous n'avons pas encore fait le point final, mais nous sommes autour de 80, nous sommes entre 80 et 90%. Nous avons parcouru pratiquement tous les 26 villages et les parents sont sortis massivement pour participer au bon déroulement des choses du vote. Le scrutin présidentiel dans le Kabadougou s'est déroulé dans un climat apaisé. Dimanche 25 octobre, jour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Le programme national de cohésion sociale PNCS est sur le terrain pour s'assurer du déroulement paisible du scrutin. D'abord, une visite à des structures d'observation de l'élection dans les communes de Cocody et du Plateau. Ensuite, une tournée dans des lieux de vote à Abobo en passant par Yopougon pour s'achever à Makori dans l'après-midi. Selon la directrice générale du PNCS, tout se passe bien. Le constat général qui se dégage, c'est que tout va bien. Les élections, nous les souhaitions apaisées. Elles sont apaisées. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu d'incident majeur. On nous a signalé 2-3 incidents. Un, la question du biométrique, mais qui a été vite réglée par la CEI même, parce qu'ils ont demandé aux gens de continuer à voter dès l'instant où ces personnes sont inscrites sur la liste, donc utiliser le système traditionnel. Deuxième problème, le retard dans quelques bureaux de vote. Donc je pense que ça également, ça a été résolu puisqu'il y a des bureaux qui ont ouvert à 10h. Et donc je pense que le temps va se décaler également, le temps de fermeture sera également décalé. Nous souhaitons vraiment que cette habitude qui vient de s'instaurer en Côte d'Ivoire
soit continuelle et que les Ivoiriens soient identifiés autrement que par la violence. Satisfait donc pour le programme national de cohésion sociale qui a entamé depuis plusieurs semaines des actions de sensibilisation pour une élection sans violence. Avant cette visite, le professeur Mariatou Kone s'est acquitté de son devoir citoyen en allant voter. Le département de Ouangolo-Dougou, à l'image de toute la Côte d'Ivoire, a vécu au rythme du scrutin présidentiel en 2015. 41 440 électeurs répartis dans 132 bureaux de vote devaient choisir celui qui va présider aux destinées de la Côte d'Ivoire pendant les 5 années à venir. À 16 heures, les estimations de la commission électorale indépendante locale donnaient 78% de taux de participation. À entendre certains électeurs, cette motivation se justifie. Je suis heureux d'avoir accompli mon devoir civique. Je pense qu'à travers cet acte, beaucoup d'Ivoiriens, sinon tous les Ivoiriens feront la même chose, simplement pour le bonheur de la population ivoirienne. Parce que la Côte d'Ivoire, je pense qu'à ce prix-là, sera mis quand même sur les rails et nous allons aller de l'avant pour toujours. Nous sommes heureux d'avoir posé cet acte ici à Ouangolo-Dougou, dans le Kyologo, notre région natale. Nous sommes heureux d'avoir posé cet acte citoyen qui va donc booster, n'est-ce pas, la démocratie de la Côte d'Ivoire. Dans le département de Ouangolo-Dougou, aucun incident n'a été signalé côté sécurisation du scrutin. Les difficultés avec la tablette électronique ont été très vite aplanies. Tous attendent à présent la proclamation des résultats. C'est sous une forte chaleur que les électeurs de Dimbokro sont allés accomplir leur mission, à savoir choisir pour les 5 prochaines années le président de la Côte d'Ivoire. Depuis ce matin, il y a eu de l'affluence. C'est certainement la pause. Voilà, et nous pensons qu'à partir de 15h, 16h, les gens vont revenir. Voilà, puisque c'est un jour de culte. Les gens sont certainement à l'église. Pour ceux qui sont chrétiens. Sinon, ce matin, en tout cas, nous avons commencé avec beaucoup d'électeurs. Nous avons atteint presque la moitié des inscrits sur notre bureau de vote. Ce matin, les gens ont passé beaucoup. Donc, c'est après-midi, nous on est venus. Le matin, on nous a appelé qu'il y avait trop d'hommes. On ne peut pas venir s'arrêter trop, on a mal aux pieds. Donc, on attendait après-midi. Maintenant, les gens commencent à venir. Après l'école maternelle et primaire Plateau 3, nous nous sommes rendus au centre de Dimbokro, au groupe scolaire Prison Civile. Le constat n'a pas évolué. Les bureaux attendent toujours les électeurs. Ce matin, on a ouvert, on a constaté qu'il n'y a pas une forte affluence. Et on pense que l'après-midi, jusqu'à 16h, on pourra avoir encore quelques électeurs. Voilà, nous tous nous attendons. Sinon, tout le monde est prêt, la sécurité est là et tous les membres ainsi que les représentants des candidats sont tous là. Mais c'est l'affluence que nous constatons tous. Voilà. Un autre facteur est venu perturber les élections, une forte pluie. Certainement pour faire baisser la chaleur intense de Dimbokro. Après Boisflé, cap sur Saint-Fra, au groupe scolaire Koblata. Il est 15h. Dans ce bureau de vote, la moitié des inscrits a voté. Pour le moment, il n'y a pas de difficultés. Tout se passe très bien. Il est 15h. Voilà, nous sommes à près de 208 votants sur 416. Ça fait 50%. Dans cet autre, l'opération se poursuit sans l'appareil biométrique. Mais tout semble bien se passer. Quand on a commencé, au moment où l'appareil a commencé à bien donner, un moment c'est coupé. Nous avons appelé, ils sont venus nous ont dit, bon, s'il y a un problème, mieux vaut laisser l'appareil et puis faire directement sur le listing. Et sur ça, depuis que nous travaillons, et ça va bien. Le président du bureau de vote ne sera pas contredit. Actuellement, le scrutin s'est déroulé dans de bonnes conditions. Pour l'instant, ça va. Depuis l'ouverture, il n'y a pas eu d'incident pour le moment. Voilà, rien à signaler. Dans cette ambiance, un cadre de la région lui aussi vote chez lui. Les siens et lui sont heureux du déroulement du scrutin. Je suis très heureux de pouvoir exercer mon droit de citoyen. Je suis très heureux également de constater cette affluence, une affluence massive. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que la population de Saint-Fra est sortie pour voter.
Autre lieu, même constat de scrutin sans heure. Nous sommes à Koumoudji, axe Saint-Fra-Yamsoukro. Il est 16h. Sur 450 inscrits, 380 votants. Drissa Bamba est cadre de la région. Il ne cache pas sa joie d'être témoin d'un scrutin appréciable. Après ce qui s'est passé en 2010, nous avons travaillé avec les chefs religieux, les chefs traditionnels. C'était des prémices d'une élection apaisée. Et je le dis, vraiment, nous sommes fiers parce que partout où nous sommes passés, j'ai fait tout le département. Actuellement, c'est l'accalmie totale. Pour le reste, il faut sans doute attendre la nuit électorale pour en savoir plus. Vous allez voir ces images-là. Les Ivoiriens de la diaspora ont également voté aujourd'hui pour élire le président de la République de Côte d'Ivoire. En tout cas, ceux de Paris ont accompli ce devoir citoyen en se rendant aux urnes dans les différents bureaux de vote dans la capitale française. Voilà des images en provenance de Paris. Ils sont nombreux, ces Ivoiriens qui ont effectué ce déplacement. Alors, cette émission tire à sa fin. À quelques, je pourrais dire, quelques heures des résultats. Les Ivoiriens sont donc dans l'attente. Quel est votre message? Je parie que dans l'ensemble, c'est des messages d'espoir. Allons-y. Alors, mon message de fin, c'est qu'il faut que nous restions sereins. Que nous restions sereins et que nous restions optimistes. Et je pense que nous sommes tous condamnés à réussir parce que nos enfants nous regardent et nous devons leur léguer une démocratie qui est apaisée. En tout cas, en ce qui concerne la société civile, elle s'organise pour que nous rentrions véritablement et que nous consolidions la démocratie dans notre pays. Soyons optimistes, soyons sereins. Le processus démocratique est un processus lent, long, difficile pour les pays africains. Mais je crois que la Côte d'Ivoire est le fer de lance en Afrique de l'Ouest de ce processus-là. Il faut que les uns et les autres calment le jeu, surtout dans l'attente. Le gros défi, c'est l'attente des résultats. Il faut que les acteurs politiques, les organismes sociaux, les ONG, la société civile qu'il faut saluer, mais les citoyens eux-mêmes, entre eux-mêmes, le dialogue intercommunautaire, on calme le jeu. L'élection est finie, la CEI fait son travail, le candidat qui a gagné sera déclaré vainqueur pour que la Côte d'Ivoire marche vers le développement. Mais je voudrais terminer en tant qu'analyste pour dire, un autre enjeu de cette élection, c'est que cette élection est le début de la mutation du visage politique en Côte d'Ivoire. L'opposition va muter. Les chefs de l'opposition vont se révéler à l'issue de cette élection. Le paysage de la droite également va muter. La partie gouvernementale va muter. Et je pense que chacun y gagnerait. C'est le début de la consolidation de la paix. Soyons sereins et calmes. Attendons le vainqueur. Madame Yaba. Alors, moi, je t'aimerais, comme j'ai commencé, en remerciant le peuple ivoirien qui a montré un autre visage de sa capacité à se surpasser pour l'intérêt commun, sinon supérieur de la nation. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que ce peuple-là aspire, au-delà de tout, à la paix, à la cohésion, parce qu'on ne peut rien construire dans la violence. Et c'est ce qui est ressorti, du moins tout le monde l'a espéré. Et demain, plus qu'aujourd'hui, chacun de nous pourra retirer, je dirais, les bienfaits de cette élection, quels que soient les résultats. Comme dirait tout à l'heure M. Fabre, il y aura des mutations importantes. Et c'est un jeu. Je pense qu'il faut retenir l'objectif que dans un jeu, il y a un gagnant. Pas plus, il y a un gagnant. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est le pays qui gagne. Et quels que soient les résultats, je pense qu'on gagnerait à aller à l'union. Il n'y a que dans l'union qu'on se construit. Évidemment, il faut qu'il y ait des divergences de vues, d'opinions, de propos, mais c'est aussi ça qui fait le jeu politique. Et donc déjà, saluer nos autorités, saluer les corps habillés, saluer la société civile, les chefs traditionnels, faire un coucou à la diaspora pour y avoir milité. Et puis, saluer aussi nos chefs traditionnels et nos chefs religieux qui ont été pour beaucoup dans cet apaisement-là. Et vous remercier, vous, la RTI, pour ce plateau que nous avons offert pour partager... Même si les résultats ne sont pas encore tombés, on espère que d'ici demain, ça se passera bien. Je vous remercie. Docteur Niquez, vous avez aussi bien, moi, deux mots sur la couverture aussi. Oui, mon mot d'espoir, c'est surtout un satisfecit pour la presse.
Parce que vous savez que là où il y a rupture de communication, commencent les rumeurs et ça peut faire le lit de la violence. Et là, je suis tout à fait époustouflé, je suis impressionné par le travail qu'a fait la presse avant, pendant et cette nuit électorale. Ça permet à tous les Ivoiriens de voir en direct parce que 2010 a fait le lit des rumeurs et on sait comment ça s'est terminé. Et si aujourd'hui, vous avez encouragé par vos images, on dit le poids des mots, le choc des images. Ah d'accord, tout vous le faites monde a allusion vu. à la RTI quand à vous la parlez RTI. de la presse. Bien sûr, la RTI. bien sûr, bien sûr. Et vous avez même donné la plateforme, la parole à la plateforme. Ça fait que tous les Ivoiriens qui ont des yeux pour voir ont vu. Donc demain, quand on demandera à quelqu'un, sous la base d'une rumeur, d'une manipulation, de faire quelque chose, je pense qu'il aura son libre arbitre, il aura vu des images qui lui auront prouvé quand même que les Ivoiriens ont atteint un certain degré de maturité et ils ont souhaité voter. Et mon encouragement, c'est que ne laissez pas la place vide. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on dit tout s'est bien passé qu'on doit laisser le vide pour que les gens soient dans l'attente de l'angoisse. Si on peut, la presse peut continuer à relayer par tous les moyens, ne pas briser la communication, ça peut nous aider à sortir tranquillement jusqu'au résultat sans difficulté. Parce que tant que la presse, et c'est pour ça qu'on parle de quatrième pouvoir, tant que la presse fait son travail, la presse arrive à contrebalancer le législatif et le judiciaire. Nous avons eu du plaisir, Kadi et moi, d'échanger avec vous et surtout, merci au nom de la direction générale de la RTI. Fin de cette émission spéciale nuit électorale. Les résultats définitifs sont, nous l'espérons, attendus dans les 48 heures. Bonne suite de programme sur RTI 1 et portez-vous bien.